continuer à parler, comme je vous l'avais promis en première partie, de Benyamin Netanyahou, mais d'une façon un peu différente, puisqu'on va parler de l'homme de l'ombre qui aurait fait Benyamin Netanyahou, et pas seulement Benyamin Netanyahou, mais la politique israélienne, façonner la politique américaine et de certains pays d'Europe centrale également. Il s'appelle Arthur Finkelstein. Est-ce qu'on est véritablement libre de nos choix lorsqu'on va voter? Qu'est-ce qui a fait de Benyamin Netanyahou un demi-dieu pour 2 millions d'électeurs? C'est l'heure d'un portrait. Alors le postulat de départ, il est simple pour Finkelstein. On vote plus pour quelqu'un qui a des ennemis sans forcément qu'on s'accroche à ses idées. Est-ce que je résume bien la situation? Nous sommes avec Ido Zuckerman. Bonsoir, vous êtes le réalisateur du documentaire sur Arthur Finkelstein. Assaf Perez, vous en êtes le producteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez répondre à ma question dans un instant, mais on jette d'abord un coup d'œil au documentaire. On y va. On regarde. Documentaire, Arthur Finkelstein. Dans un instant, on ira voir ce documentaire. Alors, ce que je disais, c'est que le postulat de départ d'Arthur Finkelstein, il énonce en réalité qu'on vote pour quelqu'un qui a des ennemis sans forcément se raccrocher à ses idées. Est-ce que j'ai résumé un petit peu la pensée de Finkelstein, Ido ? Il y a toujours deux composantes essentielles lorsque on se décide des élections. D'abord, il y a la base d'électeurs qui va de toute façon voter pour vous, que vous devez garder proche de vous et avoir une attention pour eux. Et il y a aussi les indécis. Et les indécis, cette indécision se déroule dans une sphère où vous avez une tendance naturelle de voter pour un camp, mais vos valeurs sont dans l'autre camp. Et parfois, c'est un changement de plusieurs dizaines de milliers de voix qui peuvent trancher, et c'était cela la spécialité d'Arthur Finkelstein partout où il a œuvré. D'importer cet élément d'ethnicité, justement. Assaf, quand on a l'impression que quand on parle de Finkelstein avec Netanyahou, on parle de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est Finkelstein qui a fait Netanyahou, ou est-ce qu'il avait une bonne base, Netanyahou, pour se faire lui-même avec le spin doctor derrière ? Je voudrais rappeler le contexte, le climat dans lequel Arthur Finkelstein est arrivé en Israël. C'était après l'assassinat de Yitzhak Rabin, et il y avait une décomposition du creuset israélien, et Arthur Finkelstein n'a pas inventé la polarisation en Israël, mais il a identifié les éléments spécifiques en cette période particulière. Et permettez-moi de vous rappeler à qui faisait face Netanyahou, qui avait 47 ans à l'époque. C'était le lui il était vice-ministre des Affaires étrangères, et face à lui il avait Shimon Peres, un des pères fondateurs de la nation, l'architecte des accords de paix, etc., etc. Et donc Shimon Peres a perdu ces élections plus que Netanyahou les a gagnées. Alors c'était une course très serrée, et Finkelstein a été suffisamment intelligent, suffisamment professionnel pour identifier ce sentiment et pour faire passer un nombre suffisant d'électeurs en faveur de Netanyahou, qui a le remporté d'un demi-point. Alors, une vision, mais pas seulement, c'est ce qu'on va voir dans l'extrait donc de ce reportage, ce documentaire. Regardez. Quand quelqu'un vient de l'extérieur et a cet œil comme un chercheur qui regarde de l'extérieur, neutralisé de toutes sortes de pressions politiques, attaché exclusivement à la recherche et aux conclusions froides systémiques, Netanyahou l'apprécie. Quand il sait qu'il a un vrai expert devant lui, il abaisse l'ego à zéro et étudie comme un étudiant discipliné qui n'écoute que le maître et dit et fait ce qu'il dit. Je participe à la campagne d'un dénommé Bibi Netanyahou. Il est candidat au poste de Premier ministre en Israël. Il a de très bonnes chances de gagner. Pendant que j'étais là-bas, des bombes ont explosé. Il y a eu des attentats.
Il y avait des gardes de sécurité autour de moi. C'était assez excitant et effrayant. C'est très important. Quand Arthur est arrivé, je pense qu'il a vu le potentiel et il a vu que c'était possible. Dans toutes ses analyses, enquêtes, il avait déjà perçu ce que nous n'avons pas pu voir. Alors ça valait le coup puisque déjà on voit Lieberman dire quelque chose de positif sur Benyamin Netanyahou, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est quand même assez... ça fait froid dans le dos, Ido, de voir que une personne qui ne sait dire que 5 ou 6 mots en hébreu, c'est en tout cas comme ça que vous le définissez dans votre documentaire, va tellement influencer la politique israélienne. Tout d'abord, son impact. Le plus important, ce sont les élections de 96. Mais il y a eu effectivement une vague au sein de la politique israélienne, une nouvelle synergie entre des publicitaires, des conseillers politiques et ces campagnes électorales. Cela a été encore plus important pour la campagne électorale de Ehud Barak en 1999, où les conseillers de Bill Clinton, qui étaient donc dans le camp démocrate, sont venus l'aider à faire campagne et ont créé un langage face au langage de Finkelstein de 96 et qui ont fait perdre Netanyahou en fin de compte. Mais je pense que la contribution, que le plus grand changement vient de l'anomalie de la structure de la politique israélienne, parce que la grande révolution sociale a échappé à la gauche et s'est installée au sein du Likoud. Le premier raccord de paix est lui aussi passé à côté de la gauche et avec Moshe Dayan est passé au Likoud. C'est-à-dire qu'en fait, on a une opposition à la droite, donc une gauche qui a perdu deux de ses ressources les plus importantes. Et cela va au-delà donc de la contribution de Finkelstein. Lui a été le catalyseur, il a accéléré les choses. Mais c'est en fait l'alternance de 77 qui a créé tout cela. Et c'est cela qui a bâti aussi Netanyahou. Ce qu'on voit aujourd'hui, il faut le comprendre, c'est ce qu'on voyait à l'époque déjà. C'est le même processus. Myriam, est-ce qu'on peut considérer que c'est du nivellement par le bas, ce que faisait Arthur Finkelstein, en simplifiant les messages, en polarisant, comme on le disait tout à l'heure, bien avant l'heure, des réseaux sociaux, des discours très rapides, très droite ou gauche, libéral, smolani, comme on dit en Israël, de gauche. Faire appel au tribalisme. Au tribalisme. Mais de toute façon, je pense que la réalité de la psychologie politique, on le voit quand on s'intéresse à cette discipline-là, c'est que les gens votent avec leurs tripes. Bien avant de voter avec leur tête. Il y a un fameux livre d'un psychologue qui explique en fait qu'on a un éléphant dans la tête et que c'est les intuitions et que nous on est le passager au-dessus de l'éléphant qui va justifier vers où va l'éléphant. Vous voyez ce que je veux dire ? L'éléphant va pencher d'un côté ou de l'autre et nous on est la tête au-dessus qui dit ah mais tiens mais le paysage était vachement mieux de ce côté-là donc c'est pour ça que je suis allée là. On va rationaliser a posteriori des choix qui ont à voir avec l'intuition, avec les tripes, avec des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Donc c'était qu'une question de temps finalement que les gens qui veulent gagner une élection se servent de cet instinct-là. Je pense qu'en fait la prochaine étape peut-être pour qu'on arrive à développer nos démocraties, c'est de mieux éduquer les lecteurs. De la même manière qu'aujourd'hui on s'explique mieux nos choix de consommateurs, on fait du travail du côté du couple, de l'éducation, enfin pour décortiquer, pour donner des outils aux gens pour mieux vivre leur vie, pour être un meilleur électeur plus éclairé, il faut comprendre comment on fonctionne. Et on n'en est pas encore là, mais on est en train de le faire, ce travail. Alors, je vais poser une question qui est peut-être ingénue, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Il a aidé Bibi en 96, il a aidé Sharon en 2001, il a été actif dans les campagnes en Albanie, en Autriche, en Bulgarie, en Hongrie, au Kosovo, en Ukraine. En 2004, il déclare que le centre politique a disparu, n'existe plus. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on croit ressentir aujourd'hui, tout ce qu'on croit penser, synthétiser dans nos esprits, il n'y a rien de naturel?
Vous évoquez quelque chose, la chose la plus spectaculaire à laquelle on assiste, et il l'a identifié. Il en parle dans ses rares déclarations en 2011. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait autrefois plusieurs sources d'informations, quelques sources d'informations. Aujourd'hui, il y a des sources infinies. Et ces sources d'informations sont très importantes. À partir du moment où on n'est pas capable d'avoir une information fiable, eh bien, il y a un effondrement de la démocratie élective dans le monde occidental. C'est un système qui s'effondre parce c'est un système qui est basé sur la capacité des citoyens de rassembler des informations et le jour du vote de prendre une décision rationnelle. Et ce qui vient d'être dit est vrai. Et Finkelstein affirme que un tout petit pourcentage de nous votent pour des raisons idéologiques. La majorité des votants est instinctive, tribale. On dit ah oui, c'est un cousin et je l'aime bien parce qu'il est de ma famille. Il me rappelle, moi-même je lui ressemble. Il saura prendre soin de mes besoins. C'est ce que Netanyahou fait aujourd'hui avec la communauté arabe. Donc cette tribalité représente 90% du processus. Ensuite, il y a une question, est-ce que je l'aime pas, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et dans un pays comme Israël, où la majorité des citoyens, aussi bien les Arabes que les Juifs, sont très religieux, sont très nationalistes, il est très difficile de mener. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut éduquer, informer. C'est quelque chose dont je crois profondément. C'est pour ça que je fais ce métier. Mais c'est très difficile. Comment récolter les informations? C'est une question vraiment qui est essentielle. Une question essentielle. Nous allons vers la dictature si on n'y parvient pas, d'ailleurs. C'est très important. Assaf, c'était l'une de vos volontés en réalisant ce documentaire, d'essayer d'éduquer à plus de... Montaigne disait, faisons tout passer par le filtre de notre état de mine, tout critiquer, tout vérifier. Nous aimons les bonnes histoires et nous aimons raconter des histoires. Et ce film qui va être diffusé sur la chaîne 8 et aussi en VOD, avant toute chose, avant la politique, c'est un film qui raconte une histoire exceptionnelle, une histoire différente il a vécu une vie très dramatique, et une vie que j'ai trouvée, moi, fascinante. C'est quelqu'un qui m'a fasciné. C'était un génie. Peu importe pour qui vous votez, si vous votez pour la droite, pour la gauche, lorsque je vois un génie, eh bien, j'ai envie de mieux le connaître et j'ai envie d'apprendre de lui. Et c'était un voyage fascinant de faire ce film. Merci en tout cas de nous avoir donné plus d'outils avant, donc, dans 50 jours, notre 5e scrutin. Ido Zuckerman, Assaf Peretz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.